Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à ce webinaire qui va durer une petite heure et qui va vous présenter donc la nouvelle démarche d'Amri qui fait suite au DARI, je dirais presque historique. Et pour nous présenter donc ce bel outil, nous avons le docteur Fatima Berjani, donc, qui est la pilote de ce projet depuis plusieurs mois, qui va nous présenter cela en détail, et puis nous garderons un temps de questions ensuite avec elle pour échanger sur ce qui pourrait encore vous questionner aujourd'hui. Nous avons aussi, pour assister à ce webinaire, Marlène Lefebvre, qui est, je dirais, le cerveau de l'outil informatique. Donc, si vous avez des questions techniques, Marlène est là pour répondre à nos questions. Et puis, vous avez Isabelle Rousseau, donc, qui est aussi pièce Bourgogne-Franche-Comté, comme mes trois collègues, en fait, et qui est cadre supérieur, donc aux côtés de Fatima Berjami, et qui a repris il y a quelques mois, je dirais, le relais de Graziella Laguerre, et qui donc fait partie des copilotes et qui va répondre également. Donc avec moi, nous serons avec Rachel Dutreuil, donc du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine sur l'antenne de Bordeaux, et donc avec Isabelle, toutes les deux, nous partagerons l'espace questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les renseigner de l'espace questions, et nous répondrons à l'issue de la présentation à toutes ces questions. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, il y aura une FAQ, une foire à questions, qui sera mise en ligne à la suite. Et puis, vous pouvez également chatter entre vous, je dirais, dans le chat, si vous le souhaitez. Donc, tout le monde arrive tout doucement. Donc, merci de garder vos micros et vos caméras éteintes tout le long de la présentation, et également le temps des questions, parce que malheureusement, nous ne pourrons pas vous donner la parole, vu que vous êtes nombreux connectés aujourd'hui. Nous attendons plus de 1000 participants. Donc, on va pouvoir laisser la parole à Fatima, à moins que Marlène et Isabelle aient quelque chose à nous dire. Non, non, c'est très bien. La parole à Fatima pour démarrer ce webinaire. Bon, ben merci Rachel, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, j'ai la lourde mission de vous présenter un petit peu le fruit de notre travail depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, donc sur ce nouvel outil d'Amri. Donc, qui fait peau neuve, dirons-nous. Voilà, alors un petit rappel très bref, mais je pense que c'est des informations que vous avez tous, hein. Le contexte national, bien évidemment, la démarche d'analyse et de maîtrise du risque infectieux, elle est installée depuis mars 2012 avec cette démarche d'auto-évaluation avec l'outil du greffe, qui initialement avec un outil spécifique EHPAD, la démarche ciblant les EHPAD, les masses et femmes. En décembre 2012, le greffe a complété par l'outil spécifique masses et femmes, et en juin 2015, le Propias pérennise cette démarche d'ARI pour ce type d'établissement. Et en juin 2016, la démarche d'analyse d'ARI est élargie à d'autres types d'EMS, en particulier dans le secteur des personnes handicapées. Donc le contexte, pourquoi finalement avons-nous travaillé, avons-nous souhaité finalement proposer un nouvel outil V2? C'est que d'abord la demande, elle émanait des EMS qui trouvaient que l'outil d'Arien voilà, commençait un petit peu à arriver aux limites de leur utilisation au quotidien. C'est aussi une demande qui est exprimée par les EMH et les IDEH qui accompagnaient ces établissements-là. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, on a eu cette initiative finalement de travailler sur le développement d'un outil deuxième génération qui s'adapte à l'évolution voilà, du risque infectieux. Donc on a proposé cette idée de groupe de travail à d'autres CEPIAS qui sont venus nous rejoindre dans ce projet. Donc l'objectif de ce projet, l'objectif de la démarche, c'est du coup de mettre à disposition des EMS un nouvel outil qui soit unique, qu'on n'ait pas multiples outils pour le secteur du handicap, le secteur EHPAD, masses et femmes. Donc finalement d'avoir un outil un peu accessible à tout type de MS, qui puisse être ergonomique, évolutif, qui soit dématérialisé. Hein. On voulait sortir un petit peu de l'adage du fichier Excel, et qui pourrait proposer un plan d'action d'amélioration qui soit automatisé, standardisé et qualitatif pour l'établissement. Donc voilà un petit peu les objectifs et l'ambition de ce projet.
la méthode, on a constitué notre groupe de travail. Donc là, je ne reviens pas dessus. Donc il y a plusieurs CEPIAS, plusieurs EMH ou EEH de finalement un peu les quatre coins du territoire. Et nous avons initié ce travail en début 2019, simplement pour vous donner un petit peu une idée du timing et en tout cas de l'historique de ce groupe, avec évidemment une petite parenthèse sur l'année 2020, Covid oblige. Alors, les ambitions du projet, c'est finalement d'arriver dans un EMS à intégrer cette culture, en tout cas ce risque infectieux à la culture de l'évaluation des pratiques. C'est aussi de compléter cette démarche d'ARI par la cartographie des risques infectieux qui était finalement attendue dès le début, dès 2012, mais qui, nous, en tout cas en région, peu ou pas d'EMS l'avait réellement réalisé dans le cadre de la démarche d'ARI. Donc voilà, finalement, ils faisaient l'auto-évaluation avec l'outil du greffe, mais très peu avaient réellement élaboré et réalisé leur cartographie des risques. Donc l'objectif, effectivement, c'est de proposer aux établissements donc la possibilité, avec cet outil, de réaliser leur cartographie et finalement d'architecturer leur plan d'amélioration sur court, moyen ou long terme. Et puis, cet outil, c'est aussi un moyen, en tout cas, de communication. Le tableau de bord qui en sera issu sera le pan. En tout cas, les établissements pourront s'appuyer sur ce tableau de bord pour communiquer sur leur niveau de maîtrise du risque infectieux. Et puis, on a proposé dans cet outil un petit peu une petite cerise sur le gâteau, qui est celle de l'audit système pour les EMS, soit qui sont les plus avancés, soit qui souhaitent aussi rentrer dans la démarche d'ARI ou d'AMRI, comme on veut, par le biais de l'audit système. Donc, un petit peu plus concrètement, les résultats. Donc, on aboutit à quoi? Un outil qui est aussi structuré en chapitres. Alors, on en a 8 au lieu des 7 historiquement avec le DARI historique. Le premier chapitre qui cible plutôt l'organisation, les moyens humains pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux. Le 2 qui va cibler les soins et la prise en charge des résidents, le 3, l'environnement, le 4, la restauration, le 5, le linge, le 6, l'entretien des locaux, le 7, qui cible aussi l'animation et la vie sociale, qui est aussi l'occasion en tout cas de mettre en place des actions pour la maîtrise du risque infectieux et de la transmission. Et puis le dernier chapitre pour la gestion des événements à potentiel épidémique. C'est un outil qui est adaptable en termes de temporalité. Il peut paraître un petit peu lourd, un petit peu voilà, mais en tout cas, il est adaptable dans le temps. Il ne s'agit pas de faire tous les chapitres en même temps. C'est le chapitre 1 qui est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. C'est le module socle. Le chapitre 1, c'est là où on va cibler l'organisation et les moyens pour la mise en place de sa PMRI et qui va être à renseigner en début de démarche. Les autres chapitres, ceux de 2 à 8, c'est ces chapitres-là où on va réaliser la cartographie et ce sont des chapitres qui sont indépendants les uns des autres. Il n'y a pas de suite logique. En fait, l'établissement va les faire en fonction de ses besoins ou de ses nécessités ou de ses priorités ou des risques qui sont identifiés dès le chapitre 1. Donc, le focus, évidemment, aujourd'hui, il est sur ce chapitre 1, qui est le module socle, qui va évaluer les organisations et les moyens de la PMRI dans un EMS. Il est constitué de 8 chapitres. On a 84 thématiques donc, qui vont cibler à la fois la politique. Excusez-moi, je crois. Voilà, pardon. Désolée. Voilà, 8 thématiques avec 80 critères. Avec la première thématique, les ressources humaines et les organisations en prévention. La thématique 2, les incontournables, dont les précautions standards, les plus importants. La thématique 3, les moyens et matériels qui sont mis à disposition. La 4, la surveillance, le signalement, la formation, les indicateurs, ceux de la stratégie nationale en particulier, le risque infectieux et la vaccination. Et enfin, la prévention de l'antibiorésistance. Donc, comment sont
évaluer comment est structuré l'outil. Le chapitre 1, l'évaluation est assez simple. Elle est assez similaire de la démarche d'ARI, de l'outil d'ARI du greffe historique, c'est-à-dire on est dans une évaluation binaire, c'est oui-non. C'est on n'a pas, on fait pas, la procédure est disponible ou pas. Donc on est dans du oui-non. Par contre, les chapitres 2 à 8, là, on a vraiment une réalisation de cartographie avec avant d'évaluer son niveau de maîtrise, c'est quand même d'établir la fréquence et la gravité pour chacun des risques. Et c'est l'outil qui, de manière automatisée, va donner la résultante, qui est la criticité, évidemment, pour chacun des risques infectieux cartographiés. Et à chaque critère sont attribués une pondération en fonction de son aspect réglementaire ou son aspect de de recommandation. Et le résultat, c'est que lorsqu'on a terminé sa démarche, on a un résultat global pour chaque chapitre. On va savoir où est-ce qu'on en est par rapport au chapitre, un plan d'action pour chaque chapitre et pour chaque thématique évaluée. Et puis, toujours ce que je disais, l'audit système qui est un module optionnel et qui, lui, ne rentre pas en compte dans les résultats qui sont obtenus à l'issue de cette évaluation. Donc, un petit mot simplement du rétroplanning avant que l'on passe. Alors, évidemment, on va faire une petite démonstration en direct de l'outil, de finalement comment est-ce que l'outil est fait, parce que je pense que la présentation reste toujours un petit peu abstraite et il n'y a rien de mieux que de vous montrer finalement à quoi ça va ressembler l'environnement de cet outil. Donc, le chapitre 1, il est développé, il est finalisé, donc courant janvier, il pourra être disponible. Les autres chapitres sont en cours de relecture, en cours de validation, notamment pour les plans d'action d'amélioration. Donc, pour ce chapitre 1, il y a eu des tests qui ont été menés, donc finalement dans les 5 régions qui ont fait partie du groupe de travail et sur différents types d'établissements, à la fois dans le secteur personnes âgées, mais aussi à la fois dans le secteur personnes en situation de handicap. Donc, les tests se sont terminés à la fin du mois dernier et les réajustements, les derniers réajustements sont en cours. Donc voilà, donc notre outil, finalement, 2022-2023, ce sont 2 années super importantes, hein, puisque du coup, il a une visibilité un petit peu au niveau national avec une présentation qui a eu lieu en septembre 2021 aux missions Primo et Matisse, en janvier 2022 à la Haute Autorité de Santé, hein, de manière à un petit peu à présenter quand même cette articulation possible et probable avec la démarche d'évaluation HAS. Et puis, on a bien évidemment réussi un petit peu les derniers mois à intégrer quand même les attendus et les socles de la stratégie nationale 2022-2025. Et puis, finalement, on arrive à aujourd'hui où on va vous présenter en fait ce à quoi va ressembler l'outil, en tout cas l'outil que on espère vous allez être très nombreux à utiliser pour votre démarche d'AMRI. Donc, en conclusion, on pense, en tout cas les points positifs pour nous par rapport à cet outil, c'est qu'il va permettre de cartographier les risques, démarche qui était peu ou pas utilisée, en tout cas dans notre région, dans cette démarche d'analyse du risque infectieux. Ça permet aussi à l'établissement d'avoir un résultat vraiment qualitatif. Ça lui permet de manière automatisée de hiérarchiser et de planifier ses actions d'amélioration. Le plan d'action est disponible dans l'outil. Il n'a pas besoin d'aller l'écrire, lui, de manière secondaire. Ça permet aussi un moyen de communication. Vous verrez, le visuel et la charte graphique est extrêmement, vraiment très bien faite à notre sens. Hein, voilà. Donc, la démarche articulable et on espère articuler avec celle de l'évaluation HAS. C'est aussi un outil qui va permettre à l'établissement de le réaliser de manière autonome. D'ailleurs, c'est ce qui a été un petit peu la consigne par rapport aux établissements qui ont testé l'outil, c'est de le faire vraiment de manière autonome, sans l'aide ni l'appui des EMH lorsqu'ils en disposaient. Donc, il y avait des établissements qui avaient des EMH, d'autres qui n'en avaient pas. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de mesurer dans quelle mesure l'établissement peut s'en débrouiller de manière autonome.
La plus-value aussi, c'est effectivement d'avoir un outil qui est adapté à la singularité des EMS, hein, puisque du coup, il est ouvert à tous, mais il va être adapté et il sera adaptable au type d'établissement. Et puis, c'est un outil qui est sécurisé. Même si c'est un outil web, l'accès, il est, vous allez voir, hein, je vais vous montrer de quelle manière est-ce qu'on doit donc se connecter, créer ses comptes. Donc, c'est vraiment un outil qui est sécurisé. Et c'est le directeur de l'établissement qui, lui, va pouvoir donner les droits d'accès. Hein, c'est vraiment l'établissement. Donc, en tout cas, voilà, merci pour votre attention pour cette partie. Ce que je vais faire, je vais basculer très rapidement là sur l'outil pour que vous puissiez voir un petit peu son environnement. Donc, voici. Alors, tout est par contre une petite parenthèse avant d'aller peut-être plus avant, c'est qu'il est susceptible encore d'évoluer un petit peu. Mais grosso modo, c'est un petit peu cet environnement-là de l'outil. Ça peut encore un petit peu évoluer. On est encore un petit peu, voilà, Marlène, on travaille avec Marlène dessus pour remodifier certaines choses, mais grosso modo, c'est quand même la version quasi finalisée. Donc, quand on arrive sur l'application, on a cette page d'accueil-là. Donc, comme vous le voyez ici, on a deux possibilités. Soit on n'a jamais utilisé l'application, qu'on est novice et qu'on arrive et il va falloir s'inscrire en amont, soit on a déjà un compte qui est créé et auquel cas, on va venir et se connecter directement. Donc, avant d'aller voir comment on s'inscrit, donc vous voyez les onglets. On a quand même un onglet qui va nous présenter un petit peu l'outil. On a l'onglet de l'auto-évaluation. On a ensuite, lorsqu'on a fini, notre plan d'action. Et puis, le dernier onglet qui est l'audit système qui est optionnel. Donc, dans cette présentation, donc là, vous voyez un petit peu ce tableau de bord qui vous visualise du coup le chapitre 1, celui que l'on va présenter aujourd'hui. Mais évidemment, ils sont déjà là, les autres qui arriveront un petit peu dans la suite. Donc, tant qu'on n'a pas fait notre auto-évaluation, sur la droite, on a effectivement, quand on clique sur le chapitre, oui, je vais me connecter tout à l'heure, donc je vous montrerai. Donc, on a un petit peu notre niveau, voilà, finalement, de réalisation de l'auto-évaluation. Donc là, pour le moment, tout est rond, tout est grisé, donc il n'y a rien de fait. On peut aussi, par l'application, télécharger à la fois le guide de remplissage, hein, l'outil complémentaire, mais aussi avec des boîtes à outils. On a fait le choix de finalement d'y mettre les fiches pratiques parce qu'il y a le lien, bien évidemment, qui est naturel. Il y a également le lien pour le référentiel national de l'évaluation de la qualité de la haute autorité de santé, puis bien évidemment celui de la stratégie nationale 2025. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, voilà, on se met peut-être dans la peau de l'établissement qui n'est encore pas inscrit. C'est la première fois qu'on va sur l'application. Donc, on va cliquer sur s'inscrire. Donc, ce qu'il faut surtout sur cette partie-là, c'est finalement choisir quel type de structure nous sommes. On est EHPAD, etc. Le nom de l'établissement, renseigner, voilà, public, privé, associatif. En tout cas, ce qui est important dans ces données-là, c'est bien vérifier leur actualisation et voilà, l'exactitude des informations. Donc, le finesse juridique. Le finesse juridique, le finesse géographique, l'adresse, la ville, le numéro de téléphone. Et bien vérifier qu'on est bien avec le bon numéro de téléphone. C'est le directeur, c'est sous l'égide du directeur que l'inscription à l'application se fait pour tout EMS. Donc voilà, donc le directeur s'inscrit, il met bien son mail et il choisit son mot de passe. Une fois que l'inscription elle est faite et qu'il valide, le directeur recevra sur son adresse mail la confirmation finalement de son inscription à l'application. Il faudra qu'il valide du coup, il aura un lien de validation, il va ainsi valider son inscription sur l'application. Et ensuite, donc, il va pouvoir se connecter comme il le souhaite en mettant son adresse mail. Donc là, du coup, je vais me connecter avec mes identifiants et mon mot de passe à moi, de manière à ce que je puisse un peu vous montrer le cœur
de l'outil. Donc voilà, donc une fois qu'on est connecté, donc voilà, il peut revenir à son compte s'il a envie de modifier voilà, des données, actualiser, etc. Il peut aussi, dans son établissement, c'est un peu long, voilà, gérer les utilisateurs de l'outil dans son établissement. Voilà, il peut en créer, il peut en éliminer, il peut leur modifier leurs droits. Par exemple, les droits, les différentes possibilités, il peut leur donner que des droits de lecture, que des droits d'écriture, les droits de validation ou les droits d'administration, où là, du coup, effectivement, ils ont tous les droits. Donc voilà. Alors ici, il y a un onglet « Choisir un autre établissement ». Ça, c'est notamment pour les directeurs qui vont être directeurs sur multisites, c'est-à-dire il y a plusieurs établissements. Donc là, il va là et il choisit, il peut être directeur pour 3 ou 4 EMS. Donc voilà. Donc là, je vous fais un exemple. Donc du coup, là, vous avez le résultat de mon auto-évaluation que je n'ai pas fini pour justement vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc vous voyez, j'ai les résultats pour mon chapitre 1 qui ici ne sont pas terminés. C'est en cours puisqu'il reste encore des questions à renseigner, notamment pour la première thématique qui est celle des ressources humaines. Ici, pour les autres, vous voyez voilà, mon niveau de performance. Je suis en jaune, en orange, en vert pour certaines, et puis en rouge, je suis vraiment pas bonne pour certaines choses. C'est du fictif, hein, c'est l'établissement fictif. Donc là, je vais retourner à mon auto-évaluation. Donc l'auto-évaluation, ici, donc j'ai mon chapitre 1, et ici, j'ai mes 8 thématiques. Donc je vais rester sur la première, puisque du coup, c'est celle-ci que je n'ai pas fini. Voilà, mes résultats sont incomplets. Donc, je vais reprendre mon évaluation. Et du coup, je vais renseigner, écoutez, les questions, c'est vraiment, je fais au pifomètre, dirons-nous, c'est simplement pour vous montrer. Donc, finalement, j'avais le doute, mais je n'ai rien fait de tout ça. Donc, je coche, je finis mon auto-évaluation. Et je viens en bas, donc j'ai envie de voir quand même cette fois-ci mes résultats. Là, j'ai tout renseigné pour mon chapitre 1. Si j'avais pas fini les thématiques après, donc depuis le bas, là, je vais à mes thématiques suivantes, hein. Donc là, je vois mes résultats et là, j'ai tous mes résultats. Donc, mon niveau de maîtrise, finalement, pour le chapitre 1, il est de 51%. Et ici, pour les ressources humaines, je suis vraiment pas très, très bonne, hein, j'ai que 10%. Donc, voilà. Donc, après cela, je me dis, bon, il faut que j'aille voir mon plan d'action d'amélioration. Donc, je peux aller voir le plan d'action d'amélioration pour l'ensemble du chapitre ou par thématique, là où je suis le moins bon. Donc, on va aller là, mon plan d'action d'amélioration. Donc, mon plan d'action d'amélioration, il est ainsi pour chacune des thématiques que j'ai renseignées. Donc, vous voyez, ce plan d'action d'amélioration, il y a toute une liste d'actions que je dois mettre en place qui sont structurées par l'outil lui-même qui va me les structurer soit en organisation, soit il s'agit de l'organisation de ressources humaines ou autre, soit il s'agit de protocoles de procédure, soit il s'agit de techniques, de dispositifs ou d'équipements. Donc, simplement, il y a une hiérarchisation. Voilà, c'est-à-dire qu'il va me hiérarchiser mes actions. Lorsque ça relève du réglementaire, eh ben, voilà, c'est en rouge, c'est réglementaire. Quand c'est recommandé, c'est recommandé. Cela étant, j'ai tout à faire, mais ça peut être un petit peu une aide pour hiérarchiser mes actions à mettre en place. Ici, alors, ce que peut faire l'outil, c'est qu'imaginons, par exemple, mes premières questions, moi j'avais marqué non, hein, vous avez vu. Donc imaginons que j'ai recruté mon professionnel médical qui va s'occuper de la PMRI. Vous voyez, quand j'ai appuyé sur action réalisée, la ligne a disparu. On va dire que j'ai recruté également une IDEC ou un chef de service qui va gérer ma PMRI. Hop, j'appuie sur action réalisée, elle disparaît. Et surtout, la cerise sur le gâteau avec l'outil, c'est-à-dire c'est que lorsque je retourne sur mon résultat, en fait, non seulement il aura
tout seul remis oui à ces 2 questions. J'avais marqué non, mais lui, de manière automatique, il a répondu oui, puisque j'ai mis en place mon action, et que surtout, il aura corrigé mon niveau de performance. J'étais à 10%, j'étais en rouge, donc là, je deviens à 30%. Donc, voici un peu le volet plan d'action, et ce qui permet à l'établissement, finalement, de voir, enfin, moins on a de lignes à faire, mieux on a travaillé notre plan d'action d'amélioration. Et puis, donc, le dernier module qui est optionnel, qui lui ne rentre pas dans le comptage pour les résultats, hein, il n'a pas d'impact sur les couleurs, c'est effectivement l'audit système, où là, l'établissement va pouvoir mettre des actions d'audit afin d'aller vérifier l'adéquation entre du coup ce qu'il a renseigné de manière théorique, en fait ses procédures, ses organisations, ses process et leur faisabilité, leur cohérence d'ailleurs sur le terrain, la compréhension des établissements et puis de vérifier surtout le niveau de maîtrise et la pertinence des actions qu'il a mis en place. Donc, ça n'est pas exhaustif. L'établissement peut l'alimenter par des actions d'audit que lui-même va mettre en place. En tout cas, il a cette possibilité-là d'aller un petit peu plus loin dans sa démarche d'Amri. Je crois que voilà, il vaut mieux laisser peut-être maintenant la place aux questions qui viendront peut-être voilà, au fur et à mesure de l'outil. Il me semble que je vous ai balayé les grandes lignes de l'outil. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention, puis je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Fatima. Pardon, souci technique. On a de l'écho, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions. Nous en avons déjà plusieurs qui sont arrivées. La première, elle est pour toi, Fatima. Oui. Alors, moi, je ne les vois pas, les questions. Mais c'est pas grave, on va te les poser. Oui, on va voilà. te les poser parce que qui sont arrivés par mail entre-temps aussi, donc tu ne les pourras pas toutes. Mais enfin, déjà pour te dire que tu as quand même de belles remarques parce que c'est un bel outil intuitif, donc je pense que c'est des remarques qui sont au-delà des questions et qu'on peut souligner quand même le bel effort qu'a fait le CEPAS Bourgogne-Franche-Comté pour créer tout cela. Donc la première question, pour toi, quelles seraient les différences majeures entre le DARI et le DAMRI? Le DARI d'hier et le DAMRI de demain. Ah alors, en fait, je crois que le DAMRI, alors c'est un petit peu embêtant parce que je ne vais pas te donner une réponse un petit peu prétentieuse, c'est pas parce qu'on a travaillé sur cet outil-là, mais c'est que simplement on est véritablement au-delà que d'une évaluation uniquement des moyens. Parce que le DARI historique, on était quand même beaucoup majoritairement vraiment dans l'évaluation des moyens et des procédures. Donc, c'est vraiment très axé sur cette démarche-là. Et la démarche de cartographier et que ce DARI soit un outil de pilotage de l'établissement, c'était moins, en tout cas, moins prégnant. Le DAMRI, alors, le M, c'est pour maîtrise. Hein, on a souhaité simplement, le nom a été choisi par le groupe de travail. Mais là, on est vraiment sur un outil qui à la fois auto-évalue, cartographie, on propose un plan d'action, on propose une hiérarchisation des plans d'action et c'est un outil de suivi. C'est-à-dire, c'est vraiment le but du jeu, l'ambition que nous, on a avec cet outil, c'est qu'il ne soit pas réalisé et posé. Et c'est bien pour ça qu'à un moment donné, dans la présentation, je vous dis qu'il est vraiment à la carte. Ça n'est pas une évaluation à un jour, un temps donné. On faisait un DARI un jour donné et on avait un résultat pour tout ce jour-là. Et que du coup, après, ça dépend des établissements. Les accompagner, les motiver, pouvaient effectivement élaborer leur plan d'action et le suivre et y revenir. Là, c'est vraiment, tout est fait par l'outil. C'est vraiment la roue de la qualité, quoi. Hein. C'est vraiment un outil
qu'on devrait avoir sous la main. C'est vraiment une feuille de route qu'on a en permanence, quoi, hein, qu'on devrait avoir. Voilà, c'est un petit peu, si vous souhaitez compléter Rachel ou Isabelle, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment un outil de pilotage, de communication, à la fois pour les décideurs dans un établissement, mais aussi pour les acteurs de la PMRI. Et puis peut-être même au-delà, même pour les acteurs soignants. Parce qu'on communique, finalement, dans les EMS en région, on voyait la communication auprès de certaines catégories de professionnels, elle n'était pas forcément systématique, ni bien organisée. Cet outil-là, il va le permettre davantage. On l'espère en tout cas. On te rejoint tout à fait là-dessus, Fatima. Alors, on a une question un petit peu plus tôt dans les échanges qui pose la question des intégrations des résultats de la cartographie de la démarche d'Amri dans d'autres outils qualité. Peut-être Marlène, est-ce qu'il est possible de répondre à cette question? Alors, les données du DAMRI seront exportables au format Excel. Donc après, je ne sais pas dans les outils qualité sous quel format vous voulez utiliser les données, mais vous pourrez en tout cas mettre en forme les données pour pouvoir les importer dans dans vos outils de qualité si besoin. Donc, je ne sais pas si la réponse est suffisante. Si de toute façon, pour des questions très, très techniques comme ça de compatibilité, il faudra certainement revenir. Après, une proposition qui pourrait être faite aussi, c'est que lorsque vous êtes du coup dans l'évaluation des risques de façon globale sur une structure, c'est peut-être de renvoyer tout simplement vers cet outil-là pour répondre aux questions en prévention maîtrise du risque infectieux. Ça peut être aussi une approche, en tout cas qui pourrait être complémentaire de l'exportation Excel des résultats. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, maintenant des questions autour de la création des comptes. Déjà, première question, est-ce que c'est gratuit? Ah oui, pardon, on a oublié Oui, de le dire. Enfin, c'était d'une telle évidence. Non, c'est gratuit. Donc, tout à rendre ça sera, payant, non? tout sera en ligne et gratuit et à votre disposition au bénéfice de vos équipes et de nos résidents. Et toujours sur la création de comptes, donc c'est pour assurer certaines personnes qui viennent d'arriver dans un établissement, elles ne savent pas si le compte existait. Comme l'outil n'est pas encore sorti, ne vous inquiétez pas, le compte n'existe pas encore. Il faudra le créer. Donc voilà, donc tout va sortir prochainement. Une autre question aussi, est-ce que les EMH pourront créer des comptes génériques sans finesse juridique pour se familiariser avec l'outil? Je te laisse Alors, répondre. j'avoue peut-être. Ouais, vas-y Marlène, je pense que c'est plutôt C'est toi. pas prévu comme ça. En fait, l'inscription, elle doit être réalisée par le directeur de l'établissement et elle est réalisée sous son aval. Et c'est après, ensuite, une fois qu'il est inscrit, qu'il pourra ajouter des utilisateurs. Je te laisse peut-être, Fatima, montrer l'onglet Ouais, utilisateur. Non, utilisateur. voilà. Voilà. Et là, il pourra Là, ajouter les voilà. EMH de l'établissement s'il. Hop, voilà. Voilà. Donc, ça rejoint une question qui est apparue aussi dans le chat concernant l'approche pluridisciplinaire. Effectivement, c'est dans cet esprit-là que, en fait, la démarche a été réfléchie. Et l'idée de pouvoir effectivement s'associer à différents métiers et différentes compétences, et c'est tout à fait l'intérêt. Donc là, ça rejoint effectivement la notion des inscriptions de compte avec effectivement cette démarche. Et pour notre part et notre réflexion dans le groupe de travail, l'intérêt fort d'associer les IDEH lorsque les établissements sont accompagnés. Ça, c'est effectivement quelque chose qui reste toujours à la main. Vous l'avez bien compris, pour des questions de sécurité des comptes à la main du directeur et avec les comptes juridiques et finesses géographiques, de façon à pouvoir identifier des structures lorsque une même structure gère ou dispose de plusieurs sites géographiques en même temps. On avait une petite question aussi en lien avec la possibilité d'utiliser cette démarche, en tout cas d'appliquer cette démarche sur les secteurs de SIAD.
Oui, alors c'est quelque chose qu'on a moins développé là pour le chapitre 1. Ce qu'il faudra savoir, c'est que c'est pour ça qu'il est adapté au type d'établissement, c'est-à-dire que quand on va entamer sa démarche d'auto-évaluation, en fonction, si vous voulez, du type d'établissement, on sera concerné ou pas concerné parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on présente que le chapitre 1, où dans l'absolu, il n'y a que quelques questions où ils peuvent être non concernés, les SIADA. Dans les autres chapitres, voilà, en fonction, on va sélectionner le type d'établissement que nous sommes, si on est un EHPAD, si on est un SIAD, si on est un IEM, un IME, etc. En fonction de ça, bah, on aura la grille d'évaluation, les critères d'évaluation qui nous incombent. Donc voilà, donc un SIAD pourra parfaitement réaliser l'évaluation avec des critères pour lesquels il ne sera pas concerné. Une question qui peut être en lien autour de, nous sommes un établissement avec MAS et EHPAD, devons-nous faire 2 évaluations? Je pense que c'est une situation qui sera relativement courante. Oui, alors après, ça, cette question, elle est historique, hein, elle est même avec le DARI 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que le DAMRI ou le DARI, c'est la même chose. Il y a des risques infectieux qui sont liés il y a déjà la notion juridique, mais c'est surtout la notion en termes même de risque infectieux. Les exemples les plus typiques, si on est sur 2 sites géographiques qui sont distincts, on va forcément évaluer un risque infectieux sur 2 sites distincts. Par exemple, le risque légionnel. On n'aura pas la même production d'eau chaude sanitaire dans l'un et dans l'autre. On n'aura pas le même circuit du linge dans l'un et dans l'autre. On n'aura pas la même service de restauration. Il y a aussi l'histoire de la population. Donc, je pense que quand architecturalement, ce sont des établissements qui sont distincts avec des professionnels qui sont distincts, et ben c'est 2 DAMRI. Si on a une MAS et un FAM, même s'il n'y a qu'un petit chemin entre les deux, eh ben c'est 2 documents. Mais ça, c'était déjà historique, hein, déjà avec le DARI historique, c'était comme ça. Surtout qu'en plus, on rentre par le finesse géographique, en fait. Donc, Oui, finalement, ça individualise la démarche aussi. Hein. Exactement. Une autre question donc, sur les changements de compte. Si, par exemple, un directeur change d'établissement, quitte l'établissement, est-ce qu'on pourra récupérer l'ancien compte, les données qui ont été saisies ou pas? Oui. En fait, il suffira, une fois que l'inscription a été réalisée par le directeur qui est en place et qu'il y a un nouveau directeur qui arrive, il y a 2 solutions en fait. Soit le directeur qui s'en va créer avant le compte du nouveau directeur. Donc, dans ce cas, il n'y aura plus de souci, il pourra se connecter à l'espace comme l'ancien directeur. Soit le directeur qui part et donne pas de nouvelles et juste on a son mail et son mail à lui. Dans ce cas, il suffira de contacter le CEPIAS qui lui enregistrera le nouveau directeur à la place. Très bien. Donc, une autre question. Désolée, il y en a beaucoup qui arrivent en même temps. Donc n'oubliez pas, si jamais on n'y répond pas là, ici à l'oral, elles seront toutes sur une foire aux questions qui sera liée avec la vidéo. Et on vous répondra là-dessus. Il y avait une demande sur une vision globale, d'une vision groupe pour une directrice visiblement d'un nombre important de structures. Est-ce que l'outil permet d'avoir une vision globale sur plusieurs structures? Alors, oui. Je suis pas sûre de bien comprendre la question. En fait, ce que je comprends de la question, c'est une personne qui visiblement dirige un nombre important de structures et qui demande au sein d'un groupe si elle pourra avoir une vision groupe globale. Alors, la vision, moi, il me semble, hein, mais tu me coupes, Marlène, donc je pense que c'est ça, la vision globale, ça pour l'établissement 1, donc il aura ça. Et s'il a plusieurs établissements, il vient ici.
il change il prend son deuxième établissement. Imaginons qu'il en a 3. Quand il va cliquer dessus, il aura celui du numéro 2. Et ensuite, s'il a un troisième établissement, il clique là sur le numéro 3. Par contre, s'il veut voir le résultat des 18, la moyenne des 18 établissements, ça, c'est pas possible. Ouais. Une autre question. J'ai une visite programmée dans un EMS pour réaliser un DARI le 5 décembre prochain. N'est-il pas plus pertinent d'attendre janvier quand le DAMRI sera mis en ligne? Que peut-on répondre à notre collègue? La réponse est dans la question, me semble-t-il. Enfin, c'est mon avis, hein, après. Vous dites. C'est vrai que c'est finalement le DARI historique, ça, en fait, c'est est-ce que vous avez un protocole ou pas, en fait, ça, enfin, on tourne quasiment là-dessus. Donc là, ça ira un petit peu au-delà. Donc ça risquerait de ne pas être suffisant et ça vaut peut-être le coup d'attendre un petit mois ou deux. Alors, il y a une autre question sur le fait d'avoir la possibilité d'avoir des outils papier ou des voilà, des supports et des aides au remplissage. Plusieurs questions à ce sujet, Marlène et Fatima, sur le téléchargement, etc. Bah ouais. Donc, oui. Ils peuvent télécharger leur guide de remplissage. Hein. Alors, après, c'est imprimable aussi. Peut-être, Fatima, on pourrait montrer un petit point d'interrogation, remontrer, il y aura peut-être 2-3 points que l'on pourra remontrer dans l'outil. Voilà. En fait, avec des éclairages. Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez, alors il y en a qui n'en ont pas parce que la question est relativement claire, elle parle pour elle-même, mais à chaque fois qu'il y a un petit point d'interrogation, si vous avez le doute, voilà, il y a ce petit encart qui amène une précision et puis et qui aide au remplissage. Finalement, c'est tout le guide du remplissage qui est là. Voilà. Sur le remplissage aussi, combien de temps est estimé pour le remplissage de l'outil du chapitre 1? Oui, alors on n'a pas forcément, on avait peur d'être contraint par le temps. Hein. On avait historiquement, on avait dit on donnerait un peu les retours des tests, mais alors de manière un peu une moyenne, vraiment alors c'est pas une journée, hein, une moyenne c'est autour d'une heure. Après, tout dépend si l'établissement s'est bien organisé en amont, s'il a préparé ses documents, ses éléments de preuve, etc. On a eu sur les retours de tests, et tu pourras compléter, hein, du coup, Marlène, ça varie. Alors, on a eu un établissement où je crois que c'était une quinzaine de minutes, qui, à mon avis, devait tout avoir voilà, sous la main ou qui venait de faire son DARI historique avant, mais en tout cas, 15 minutes. Et puis, le plus, je crois que c'est 1 heure ou 1h30, je ne me souviens plus. En tout cas, en moyenne, c'est 1 heure. Ça ne va pas prendre des plombs. Mais si tu peux compléter, Marlène, mais il me semble que c'était ça. Tu as été très clair. On a eu de 15 minutes à 1h30 et en moyenne 1 heure, oui. Ouais. Alors, un petit retour positif avant de faire la nouvelle question. Le plan d'action automatisé et hiérarchisé, c'est vraiment une évolution pour nous qui va nous aider. Merci à vous pour ce bel outil. Donc, la question est, quand ce sera disponible, comment nous aurons-nous l'info? Comment allons-nous communiquer? Alors, sur le temps, c'est janvier. Et le reste... Je pense qu'une info qui sera faite via les CEPIAS, via le site Matisse aussi, voilà, et puis tout sera disponible sur le site du CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté qui est le beau pilote de cet outil. Un petit point pour rassurer aussi, hein, cet outil qui est gratuit est effectivement hébergé sur un serveur sécurisé avec, on le rappelle, des clés de sécurité au niveau des inscriptions. Donc ça, c'est aussi un élément important à entendre. Également, il y a déjà un petit peu répondu, mais si une personne donc travaille d'une assistante qualité, par exemple, sur plusieurs établissements, est-ce qu'elle aura la possibilité de consulter l'ensemble de est-ce que le directeur aura la possibilité de changer facilement l'établissement?
effectivement, elle vous donnera, la personne, le directeur vous donnera les droits pour chacun des établissements, donc vous pourrez aller regarder Après, et Fatima, si renseigner. tu veux montrer peut-être dans mon compte. Là, effectivement, Fatima, elle a qu'un établissement en gestion, mais si elle avait plusieurs établissements en gestion, elle aurait en dessous de votre établissement la liste de tous ces établissements avec la possibilité de choisir l'établissement qu'elle veut afficher. Et c'est à ce niveau-là, elle choisit son établissement, elle retourne sur son auto-évaluation et ça lui affiche l'auto-évaluation de l'établissement en cours. Donc, on choisit l'établissement et on voit le résultat directement. Une autre question, est-ce qu'il y aura des observations de terrain? Ben, typiquement, c'est la cerise sur le gâteau de l'outil qui est l'audit système. On a repris la dénomination achasienne hein, pour audit Oui. système. Hein, voilà. Alors après, il y a... oui, tout à fait. Alors après, il y a quand même des choses, mais ça, c'est plus dans les chapitres 2 à 8. Il y a quand même un volet dans tous les chapitres, l'évaluation. Il y a quand même un critère que l'on a mis pour beaucoup de thématiques et de risques infectieux, qui est l'EPP, qui est l'évaluation des pratiques professionnelles. Donc, du coup, pour que l'établissement puisse y répondre et renseigner ce critère-là dans les chapitres, il est bien obligé d'aller effectivement réaliser des évaluations et des observations sur le terrain. Donc, il y a deux modes, en fait, deux manières de rentrer dans l'évaluation des pratiques dans l'établissement. C'est déjà intégré. Et là, pour le coup, donc les EPP vont servir à comptabiliser, elles vont rentrer dans les résultats. Et puis, à côté de ça, il y a l'audit système qui, lui, est déconnecté des résultats, mais qui est quand même là et que l'établissement pourra réaliser de manière parallèle. Voilà. Il y avait également une question sur le fait, au niveau du plan d'action, de pouvoir le confier à une personne référente ou à une personne qui pourrait porter cette thématique. Oui, alors, enfin, bon, après, c'est à voir. Ça, je pense que c'est à arbitrer. Donc, on a cette possibilité-là. On l'a testé avec Marlène. C'est ça, la difficulté, c'était probablement, on a abandonné l'idée, c'est que simplement, on se dit que c'est qu'il peut y avoir, il y a l'histoire du suivi, de l'actualisation, de la mise à jour. D'ailleurs, en particulier, on aurait pu relier dans le plan d'action aux fiches pratiques en premier lieu ou au texte réglementaire pour telle ou telle action. Mais après, il y a pas mal de choses déjà sur la présentation, si vous voulez. Voilà, il y a quand même déjà l'accès à ces différents éléments-là. Mais bon, ça se réfléchit, cette option. En tout cas, techniquement, Marlène, on l'a essayé, c'est possible. Une question qui arrive par mail. Comment sera accompagnée Est-ce qu'il y aura des formations sur la manipulation de l'outil, notamment aux EMH, qui seraient prévues? Est-ce que vous le trouvez nécessaire? Est-ce que nous aurons besoin de formations complémentaires? Moi, c'est une question délicate. Pour moi, la seule chose que je peux dire, c'est que enfin, je vous laisserai vous compléter, c'est que l'outil est extrêmement intuitif. Enfin, c'est très intuitif. Alors après, c'est pas très objectif puisque on est dedans, on a le nez dedans. Donc, ceci dit, les testeurs n'ont pas rencontré de difficultés majeures pour aller cliquer dans les onglets, renseigner l'ensemble de l'outil. J'ai une autre question qui arrive par mail. Peut-on voir le chapitre soins? C'est le chapitre 2. Non, il est comment? Il est presque mature, on va dire. Voilà, il est juste derrière le chapitre 1. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. Alors, pourquoi non? C'est que simplement,
Là, déjà, même en 10 minutes, on n'aura même pas le temps d'expliquer. Puis le but du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment le chapitre 1, c'est qu'on n'est pas du tout dans la même, dans la même démarche d'évaluation, hein. C'est complètement différent. Intellectuellement, c'est plus, comment dirais-je, il y a une finesse de plus puisqu'il y a la cartographie. Il va falloir cartographier son risque et ensuite s'auto-évaluer sur son niveau de maîtrise. Donc, c'est vrai que je comprends l'impatience de tout le monde, hein, parce que du coup, on a souvent la question, mais tout de suite derrière le chapitre 1, vous allez avoir le chapitre 2. Alors, peut-être, Fatima, est-ce qu'on peut Ouais. repréciser globalement le rétroplanning qui est pressenti pour la mise à disposition des autres chapitres, même si les choses ne sont pas gravées dans le marbre, on a quand même une visibilité assez précise cette fois. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que ce qu'on pressentait, mais je ne sais pas trop s'il faut vraiment trop s'avancer. La seule chose qui est certaine pour nous, c'est que le chapitre 2, il est finalisé en termes de validation de tout. Donc, c'est vraiment, enfin, de tout le contenu. Le cerveau en matière matière, voilà, de matière de fond. Ensuite, c'est la conception de l'outil et puis enfin comment dirais-je, c'est la mise dans le cœur de l'outil informatique est en cours de finalisation. On est vraiment quasiment pas très loin. Donc la seule chose qui est certaine, c'est que le chapitre 2 risque d'arriver tout de suite derrière le chapitre 1. Ensuite, va rester 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ce qu'on pressentait, mais bon, je ne sais pas, peut-être plutôt toi, Isabelle, si tu veux t'avancer là-dessus. Oui, Mais en fait, je pense que tout le monde comprendra bien qu'on peut avoir peut-être quelques difficultés techniques, mais globalement, 1 et 2 sont prêts, vont être mis très rapidement en distribution sur le mois de janvier et on pressent quand même de pouvoir mettre en diffusion les chapitres suivants à la fin du printemps pour 3, 4, 5 et certainement à l'automne pour 6, 7, 8 avec des ajustements. Pour ça, on vous tiendra régulièrement informé. Effectivement, il peut toujours y avoir une contrainte technique qui se positionne, mais globalement, et je suis persuadée que vous ne nous en tiendrez pas rigueur si toutefois on devait oui, avoir 5 jours de retard. Mais globalement, on peut quand même annoncer voilà, des choses qui prennent forme en termes de calendrier. Alors, beaucoup de questions aussi autour des aides techniques ou des difficultés qui pourraient arriver ou de la nécessité de faire remonter des difficultés au fur et à mesure. Donc, bien évidemment, au niveau du CPS Bourgogne-Franche-Comté, on se met complètement à disposition pour répondre et de toute façon enrichir et foire aux questions et peut-être des guides de tutos ou autres s'il s'avérait nécessaire. Pour l'instant, on n'a pas verrouiller tous ces appuis, mais bien évidemment, s'ils sont jugés nécessaires ou vous nous en faites le retour, bien évidemment, on ajustera. Une autre question, est-ce qu'il y a des mises à jour qui seront possibles de l'outil en fonction des évolutions réglementaires, par exemple? Ben oui, enfin, c'est même, moi, je ne sais pas, Fatima, ce que tu en penses, mais je pense que ce sera oui. presque obligatoire. D'ailleurs, Rachel, c'était un petit peu je remonte à l'historique du groupe, hein, donc du coup 2019, quand on a commencé à travailler tout au début, le choix finalement de dire on reste pas sur un fichier Excel, on va sur un format web de manière à pouvoir éventuellement justement assurer cette actualisation, voilà, soit des recommandations, soit de la réglementation. Donc ça, oui, bien évidemment. Après, c'est aussi ce qui a fait que nous avons un petit peu laissé de côté l'application qui est celle de mettre dans tous les plans d'action qui apparaissent, qu'aura l'établissement, des liens vers soit une recommandation, soit le texte réglementaire. Parce que du coup, justement, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui va être actualisé ou abrogé ou nouveau texte, il va falloir y retourner pour le mettre à jour. Mais bon.
En fait, ce qu'on peut aussi dire, c'est que sur la page d'accueil, peut-être remontrer les liens, notamment avec les fiches qui sont des fiches travaillées en intersépias et qui sont des fiches aidantes en termes comment dire, de recommandations, de bonnes pratiques, etc. et qui sont ajustées, les liens qui sont effectivement aussi disponibles auprès de la stratégie 22-25. Donc, bien évidemment, en 2026, on ajustera. Enfin, voilà. Tous ces éléments qui sont aussi faciles à, comment dirais-je, pour vous faciles à repérer et qui seront ajustés. Là, on a déjà intégré des éléments autour des indicateurs de la stratégie 22-25 depuis qu'ils ont été diffusés, alors que l'outil était déjà en gestation et en paramétrage. Donc oui, bien sûr, le but d'intégrer et de le tenir à jour, c'était aussi une des commandes de passer par un outil dématérialisé qui pouvait évoluer en fonction des évolutions réglementaires ou de bonnes pratiques. Autre question pour la date. Alors, janvier, c'est quel jour en janvier? Il n'y a que des questions. On n'a pas arrêté encore, mais on était parti sur la deuxième quinzaine de janvier, le temps que tout le monde revienne des fêtes de fin d'année. Voilà. Non, mais de toute façon, on revient en communication de façon plus claire, mais on comprend votre impatience, mais franchement, je pense que deuxième quinzaine de janvier, on sera à l'heure. Ah. On t'entend. J'ai pas entendu, Rachel. Pardon, j'avais pas ouvert mon micro. Eh ben oui, voilà. Il nous reste 2 minutes pour 2 petites questions. Ouais. Alors, est-ce que peut-être on peut revenir peut-être sur les grands temps forts alors, s'il y a des questions, on les intègre, mais peut-être revenir sur la notion d'une communication qui sera faite où vous aurez la possibilité de vous inscrire pour pouvoir vous inscrire donc à l'outil, pouvoir affecter les personnes de la part des directeurs qui seront partenaires sur cette équipe pluridisciplinaire, notamment les IDEC, les médecins co, les infirmiers des équipes mobiles d'hygiène, etc. Qu'est-ce que nous pourrions dire également la notion, j'insistais vraiment sur la sécurisation du site, de la notion d'une auto-évaluation, de l'intégration d'une cartographie des risques, des liens avec les fiches des intersépias. Ça me paraît peut-être être des points importants et sécurisants également en attendant peut-être les dernières questions. Puis ce qu'on peut souligner, c'est ce plan d'action automatique qui est vraiment le petit plus par rapport au DARI 1. Ouais. Et donc, c'est plusieurs questions qui tournent autour. Est-ce que finalement, on continue avec l'ancien DARI? Est-ce que on le refait obligatoirement en 2023 alors qu'on vient de réaliser le DARI actuel? Mais c'est vraiment des démarches différentes à mon sens. Ouais. C'est vraiment des démarches qui sont dans la suite, vraiment ce DAMRI, la suite du DARI. C'est vraiment une peau neuve qui s'étoffe en fait. Donc, c'est sûr que ce sera aidant, même si vous l'avez fait la semaine dernière, le DARI sera aidant. Ah ben, c'est sûr que c'est pas une démarche qui Mm. restera neutre, hein, mais le fait de s'inscrire dans ce nouveau DAMRI va vous permettre d'aller au-delà de ce que vous avez déjà réalisé. Et au fur et à mesure des chapitres, vous allez enrichir votre démarche. Alors, Oui, Rachel, un lien avec une question, s'il y a des suivis, des actions enregistrées, changées, et qui a modifié la réponse. Donc, en fait, la question de quand on change quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Oui. Peut-être que là, on peut le réexpliquer pour bien vous permettre de vous rendre compte que quand quelque chose a été ajusté, bien évidemment, Oui, l'outil voilà. prend. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc finalement, vous voyez, on a ce niveau-là et quand on va sur son plan d'action, imaginons, je vais faire au pifomètre, cette action-là, on l'a réalisée, on va la valider. La suivante, on l'a également réalisée, ou alors je vais prendre même une action réglementaire. Celle-ci, je l'ai également réalisée. En fait, elle se retire, vous voyez, elle n'est plus dans la liste c'est bien pour ça que finalement, c'est une démarche, comme l'a dit Rachel, on est vraiment dans la continuité. Ça n'est plus une action qu'on fait un jour J, un temps T, et qui est rangée. On est vraiment
en continu dans son plan d'action. Donc, une fois que c'est réalisé, je vais retourner ici et vous voyez, alors j'ai peut-être pas forcément changé de couleur, mais je suis quand même à 45% de réalisation plutôt que 30%. Donc, en fait, l'outil, il est vraiment, une fois qu'on a le nez, ça, c'est vraiment notre feuille de route. On doit l'avoir sous les yeux, j'ai envie de dire, en permanence. Et du coup, l'idée, l'objectif, c'est vraiment de cliquer sur les actions réalisées au fur et à mesure. Et l'outil, il s'occupe du reste. Il va non seulement ici vous donner le résultat, mais quand on retourne à mes réponses, et ben finalement, là où c'était non, il a bien remis oui et oui. C'est lui qui recote. On n'a pas besoin mais l'idée, vraiment dans cette démarche, c'est d'avoir ce plan d'action, d'amélioration sous la feuille de route, quoi. C'est vraiment notre boussole qui va nous dire, bah, finalement, est-ce qu'on s'est bien attelé à toutes nos actions qui sont hiérarchisées, qui sont importantes, réglementaires, ou celles recommandées, mais qui peuvent impacter aussi la maîtrise du risque infectieux dans notre structure, quoi. Merci beaucoup, Fatima. Nous allons devoir rendre l'antenne. Ouais. Donc, nous avons des questions qui arrivent encore et aussi beaucoup, je dirais, de félicitations qui arrivent en même temps. Donc, merci parce que je crois Bah, merci. Ouais. qu'elle le mérite. Le groupe le mérite aussi. Ce Oui, pilotage vraiment. merveilleux, on peut la féliciter. Merci. Et donc, je pense qu'on va colliger donc toutes ces questions. On répondra donc dans une FAQ qui sera liée à la vidéo. Tout ça, ce sera prévu donc pour la semaine prochaine. Vous pourrez reconsulter la vidéo et puis vous pourrez voir la FAQ à plus ou moins long terme. Donc, si vous avez des questions encore qui vous viennent, vous n'hésitez pas de nous contacter également par mail et nous serons ravis de compléter la forme question de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.